Mesdames, Messieurs, merci de toujours rester fidèles sur nos antennes. Il est l'heure de vous informer. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. Les motocyclistes ont manifesté leur colère suite à la mort par accident de l'un de leurs qui est décédé sur les champs ce mardi 4 octobre 2022. Ce drame a eu lieu non loin des deux hôtels, Moussalala et Alidor de Kalemi. Les minibus qui a percuté les regrettés motards a été incendié par les manifestants qui ont également posé des actes de vandalisme. Grâce à l'intervention de la police, la situation a été maîtrisée et les corps étaient conduits vers la morgue de l'hôpital général de référence de Kalemi. Cédric Mouma et Marilo Kassa étaient sur place. Sur le boulevard Lumumba, non loin des hôtels Moussalala et Alidor, un accident mortel s'est produit ce mardi 4 octobre 2022 aux environs des 13 heures locales et qui a déclenché une grande manifestation. Ces minibus de marque Noah, incendiés par les motocyclistes qui pour eux constituent une voie d'exprimer leur colère, a percuté un motard qui est décédé sur place. Le chauffeur qui était à l'intérieur du véhicule a été sauvé de justesse par la police. Les motos sont stationnées sur les abords de la chaussée. L'accès devient de plus en plus difficile pour les passants et d'autres usagers de la route. Au moment où les bus se consument, les membres de la famille du regretté motocycliste se sont précipités pour commencer le premier pleur. Les corps déjà déformés est placé au milieu de la route et entouré par ses siens. Les manifestants ne veulent pas tarir leur colère, ils ont poursuivi par des actes de vandalisme. Toutes sortes de véhicules, même celui du gouvernorat, ne passent pas. Les pneus continuent d'être brûlés. C'est lui qui s'oppose à leurs actes. Les manifestants s'en prenaient avec de coups de poing. Les vaillants colonels et commandants de la police et des circulations routières, John Lubango Lushoboz, s'est dépêché malgré lui pour calmer les manifestants en attendant l'intervention de grande envergure. C'est après une heure que l'intervention proprement dite est arrivée sur le lieu du drame. Sur place, le motocycliste qui exprimait leur ras-le-bol suite à la mort de l'un de leurs n'ont pas semblé se maîtriser. Les flammes des feux se dégagent toujours. Personne pour éteindre le feu qui détruit très souvent l'asphalte. Certains spectateurs ont considéré les motards qui posent des actes insupportables comme des miliciens. La police tente de partir avec le corps, mais elle n'y arrive toujours pas. Une dispute s'engage. Des barricades sont placées devant les véhicules. L'altercation monte en puissance entre les agents de l'ordre et les motards. C'est grâce à la concertation des membres de la famille du défunt que la police, par son professionnalisme, est arrivée à acheminer les corps vers la morgue de l'hôpital général de référence de Kalemi. Trois maisons ont été la cible d'un cambriolage avec effraction dans la nuit de lundi à mardi 4 octobre 2022, opéré par des bandits non autrement identifiés moyennant deux armes blanches sur l'avenue de la P2. Ces malfrats qui ont opéré en toute tranquillité d'âme ont emporté une somme d'argent liquide équivalente à 900 $ américains et plusieurs meubles après avoir infligé des coups de machette aux victimes, et ces derniers se trouvent actuellement dans les structures sanitaires pour des soins appropriés. Suivez les explications de l'un des habitants de cette avenue au micro de votre rédaction. Il quoi partir il y a 0 heure. Nikashikia mabruit, mais il quoi groupe ya batu ya mingi. C'est comme si la ronde venait kufanyaka la sécurité à quartier, mais dommage ya bakua la ronde. C'était aux environs des 0 heures du matin que j'ai entendu les bruits en croyant que c'était les jeunes qui font la patrouille. Dommage, ce n'était pas les jeunes la ronde. C'était donc des bandits munis des armes blanches. Ils ont cassé des vitres de la fenêtre et endommagé par la suite tous les cadenas de la porte. Ils sont entrés dans la maison du voisin en exigeant de l'argent avant de dérober un écran plat et un ordinateur et blessé les victimes par machette au niveau de la tête. Puis, ils se sont faufilés dans un autre ménage où ils ont pris des forces
une somme importante d'argent équivalente à 900 $ américains. Après avoir accompli leur sale besogne, ils sont partis. Selon les informations, une femme serait commanditaire de cet acte. La femme a beaucoup saigné. Nous l'avons amenée pour des premiers soins au dispensaire Agape pour arrêter l'hémorragie. À présent, le mari et la femme se trouvent à l'hôpital clinique d'État. Le service de sécurité est venu en retard. Nous demandons au gouvernement provincial de renforcer les mesures sécuritaires pour mettre hors d'état de nuire tous ces voleurs. Et le prix de produits des premières nécessités, entre autres les denrées alimentaires, ont pris de l'ascenseur à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. À titre exemplatif, un sac de maïs qui se négociait autrefois à 95 000 francs congolais s'achète aujourd'hui entre 195 000 et 200 000 francs congolais. J'ai retrouvé les explications dans ce reportage de Dieudonné Balangardi. À part l'insécurité qui sévit depuis plusieurs mois à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, faisant plusieurs victimes, une autre situation inquiétante a fait son apparition. Il s'agit de l'insécurité alimentaire qui s'installe petit à petit sur la ville. Ceci s'explique par le fait que des produits des premières nécessités ont augmenté après un constat effectué par les reporters de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika. C'est le cas notamment de denrées alimentaires, les maïs, les riz et haricots pour ne citer que cela. Un sac de maïs qui s'achetait autrefois à 90 et 95 000 francs s'est négocié en ce jour entre 195 et 200 000 francs congolais, tandis que la mesure de maïs, communément appelée pompa, qui se vendait autrefois à une trentaine de mille, est passée désormais à 40 000 pour certains et 41 000 pour d'autres. Un seau de haricots est passé de 20 000 à 27 000 francs congolais. Essayant d'avoir un peu plus de précision concernant la cause étant à la base de cette flambée des prix, différentes vendeuses de quelques marchés de Kalemi ont soulevé les problèmes de multiplicité des taxes et une autre cause qui en fait partie, ce sont ce qu'elles appellent phares, qui sont des ONG qui transportent des sacs de denrées alimentaires par milliers chaque jour pour les amener en dehors de la ville. Ces vendeuses ont, avec un temps ferme, demandé au gouvernement Julie Ngungo Moyuma de prendre les dispositions pratiques afin de barrer la route à la hausse des prix des aliments et des intrants agricoles qui menacent de plus en plus la population à l'insécurité alimentaire, relevant une baisse de la quantité de la nourriture dans la ville, alors que les dépenses augmentent de plus en plus pour les Kalémiens et Kalémiennes. Cette situation est tellement délicate qu'elle nécessite une solution urgente. Le gouvernement Julie Ngungo Moyuma est appelé à intervenir afin d'améliorer le fonctionnement de l'économie de marché. Non seulement ceci, fixer les règles, contrôler la concurrence ainsi que réguler les marchés. En peu de mots, une politique économique afin de favoriser et entretenir la croissance. Le directeur provincial de l'EPST Tanganyika 1 met une fois de plus en garde tous les chefs d'établissement des écoles privées et publiques de bien respecter l'arrêté portant fixation de frais scolaires par peur d'être sanctionnés. En termes de référence, 5 chefs d'établissement ont, à en croire Grégory Bolomon, été sanctionnés pour perception illégale des frais scolaires. Il s'est entretenu avec Dieudonné Balangardi. C'est vrai, l'information est vraie. Il y a eu des décisions qui ont été prises, des recommandations, lesquelles nous sommes tenus de les observer et de les suivre sur le terrain. La toile de fond plane sur la gratuité de l'enseignement. Toutes les autorités sur le chiquier national n'ont fait que matérialiser une disposition dite constitutionnelle. Et à ce titre, puisque nous sommes assignés au redressement de notre système éducatif, on ne peut pas faire de l'omelette sans toutefois casser les œufs. D'où nous sommes permanents sur le terrain quand nous trouvons que les chefs d'établissement n'observent pas, ne respectent pas les dispositions officielles qui régissent notre système d'enseignement en RD et plus particulièrement dans notre province éducationnelle. Il n'y a pas autre chose. On recourt aux sanctions. Il faut sanctionner. Et chez nous, ce n'était pas 4. Pour votre information, ils sont au nombre de 5. Le cas de la directrice de l'EP, Katerina Beni, des écoles conventionnelles catholiques. Celle-là qui brillait, qui excellait sans pyromanie, sans pareil, avec
la vente des uniformes, la corruption, la concussion pour les élèves, monnayage des inscriptions, 15 000, 20 000. Donc on ne pouvait pas rester insensible, il fallait prendre des mesures coercitives à l'endroit des véreux. Il y avait le préfet de l'Institut technique et social Maïto, il y a le préfet de l'Institut Kankomba, il est sous discipline. Il y a aussi le directeur de l'EP de Moja, et pour terminer avec le directeur, chef d'établissement de l'EP Moanana. Donc voilà, ce sont les 5 qui ont servi de modèle. C'est celui qui ne respectait pas la loi, c'était hors la loi, et on les range parmi les rebelles. Alors, quand l'autorité prend un acte, cet acte ne peut pas souffrir de négociations, ça doit être d'application, d'observation à quiconque. Donc, les chefs d'établissement qui s'hasarderaient d'aller en dehors de ce que les gouverneurs avaient arrêté, ils vont nous croiser dans ce chemin. Et il n'y a pas autre chose. La banque Finca, agence de Kalemi, a, à l'occasion de la journée internationale de clients commémorée le 4 octobre de chaque année, organisé une activité de célébration de ses clients. Pour cette occasion, le chef d'agence Bejo Kabouya en appelle ses clients à faire toujours confiance à cette institution des microfinances. Célébrer le 4 octobre de chaque année, la journée internationale du client n'est pas passée inaperçue à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. À cet effet, la banque Finca, agence de Kalemi, a ce jour organisé une séance de célébration de ses clients. Cette activité a connu des moments forts, entre autres communier avec les clients et échanger davantage sur les différents services qui sont au sein de cette institution de microfinance. Pour Bejo Kabouya, chef d'agence Finca au Tanganyika, cette journée est d'une grande importance en faveur de leurs clients. Cette journée, c'est une journée très spéciale et très importante pour Finca, parce que le client à Finca est au centre de tout ce que nous faisons. Toutes les activités tournent autour du client. Et le client, c'est lui qui nous dicte la qualité, qui nous dicte aussi les différents produits et services que nous pouvons lui offrir. Donc tous les changements intervenus à Finca se basent sur ce que demande le client et ce qu'il représente pour Finca. Parce que sans le client, Finca n'est rien. Finca ne peut pas exister sans les clients. Et nous avons les produits et services dits traditionnels, le crédit et les épargnes qui sont sollicités par notre clientèle. Nous avons aussi les services dits à valeur ajoutée qui sont aussi sollicités par notre clientèle. Il y a Finca Payroll, Finca Santé, Finca Cantine, Finca POS. Alors tous ces services-là sont sollicités par notre clientèle à ce jour. S'il n'y avait pas une bonne collaboration, on n'en verrait pas. On ne verrait pas ces clients fréquenter nos installations. À notre clientèle de Tanganyika en général et en particulier celle de Kalemi, de continuer toujours à nous faire confiance. Nous sommes là parce qu'eux sont là. Sans eux, nous n'allons plus exister. Nous voulons qu'ils viennent encore et davantage pour traiter avec nous. Nous allons leur offrir les services selon leurs demandes et nous serons toujours disposés à leur répondre favorablement à leurs requêtes. C'est dans cette optique que la banque Finca, qui est un réseau mondial pour l'assistance communautaire, s'engage à relever les niveaux de vie sociale des Tanganyikais. La vulgarisation de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre et les lois sur les violences sexuelles. La commissaire générale en charge des affaires foncières, Madame Ariel Ndaya, représentant Madame le gouverneur de province, a clôturé ce mardi 4 octobre 2022 dans la salle des réunions Raïssa, l'atelier de formation de différentes couches de la population de la province du Tanganyika. Madame Eugénie Kalumba Kazembe, facilitatrice et membre de la délégation venue de Kinshasa et directrice chargée de la prévention et protection au sein de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune et petite fille, a donné l'objectif de cet atelier organisé par le Fonds social de la République démocratique du Congo, allais-je dire, du 3 au 4 octobre 2022. Pour nous, c'est un grand plaisir et une grande responsabilité en même temps
Parce que nous sommes venus vulgariser un instrument important pour la lutte contre les violences basées sur le genre dans notre pays, pas seulement le Tanganyika ou bien Kinshasa. C'est la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Mais elle avait déjà été élaborée en 2009. Après l'évaluation, il y a eu quelques défis qu'il fallait encore relever et ce qui a nécessité sa révision. Donc la révision a été faite. Le processus a commencé depuis 2015 et il a abouti à peine en 2020. Et parmi les défis qu'on avait relevés dans la première stratégie, c'est qu'elle n'était pas vulgarisée. Voilà pourquoi il nous fallait que nous descendions à travers les provinces et même à travers les territoires. Et nous sommes cette fois-ci venus au Tanganyika pour que le Tanganyika s'approprie de cette stratégie, pour vous montrer l'importance de cet instrument. Le chef de l'État, il est champion de la lutte contre les violences basées sur le genre. Il s'est déjà engagé de ne pas avoir un pays où il y a des violences basées sur le genre. Voilà pourquoi notre ministre, son Excellence Madame Ndaya Luseba, tient beaucoup à ce que cette stratégie puisse être appropriée par les communautés. Voilà la raison de notre présence dans la province de Tanganyika. On a été au courant de plusieurs choses qui se font au niveau de la province. On a aussi vu que la province n'est pas novice dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle a déjà son cadre de lutte et aussi quand même il y a ces problèmes de conflits intercommunautaires là qui font quand même que la femme reste toujours vulnérable. Donc ça nous a beaucoup touchés. Éliminer, c'est une grande ambition, mais sinon contribuer à ce qu'il y ait quand même de moins en moins de violence. Mais sinon, l'idéal, c'est qu'il n'y ait plus de violence. D'abord, nous félicitons le gouvernement de nous avoir accueillis. On a senti qu'ils nous ont accompagnés depuis qu'on est arrivé. Mais notre plaidoyer, c'est que ça ne s'arrête pas. Les délégués qui sont venus ici doivent aller dans leur territoire, ils doivent restituer. Et pour restituer, il faut des fonds. C'est vrai que nous comptons également sur les partenaires, mais c'est notre document pays. Déjà que le gouvernement puisse déjà mettre la main dans la pâte et puis être accompagné par les partenaires. Et que ça ne s'arrête pas à Tanganyika et les quelques provinces où ils interviennent, qu'on essaie de voir aussi d'élargir un peu partout. Et pour ce qui est du sport, après plusieurs années sous la dépendance de la Ligue de football du Katanga, enfin, la province du Tanganyika aura, dans les mois à venir, sa propre ligue de football, selon nos sources. Qui, pour diriger cette ligue, peut-elle contribuer au développement du sport roi local? Quelques éléments de réponse dans ce reportage. Le football de la province du Tanganyika peut-il enfin décoller en ayant sa propre ligue indépendamment de celle de la province du Haut-Katanga? Les avis sont différents sur cette question. Après plusieurs années de dépendance de la ligue de football du Katanga, il est temps maintenant pour la coquette province aussi territoire d'être dotée de sa propre ligue de football et espérer aller de l'avant. Après plusieurs démarches menées par différentes personnalités de la province, dont l'ancien vice-gouverneur Samba Kayaba Lamoni, qui a, au profit des sportifs de la province du Tanganyika, non seulement mis en service le nouveau stade de Kalimi aux 14 000 places assises, mais aussi fait venir une délégation de la Fédération congolaise de football association au mois de décembre dernier, composée de 3 personnes, avec à sa tête le secrétaire général Belge Sitoatala. Parmi les gens qui se sont également combattus pour cette ligue, on peut citer également des noms comme Merinos Kabala et Alpha Nijan, respectivement président de l'entente de football du Tanganyika et chef des services AI, qui ont mis la main à la pâte pour une raison, la ligue de football du Tanganyika. C'est une ligue réussie déjà à 80%, à en croire les représentants du Tanganyika aux états généraux de sport qui se sont tenus à Kisantu, au Congo central, en Mbuela Lodge. Qui est appelé alors à diriger cette ligue? Une autre question qui envoie les idées très loin. Merinos Kabala, Ali Kamangu, Ngongo Kamulete, qui de ces 3 prendra cette précieuse ligue de football du Tanganyika? C'est l'instance fêtière du football congolais, la FECOFA, de nous donner la voie à suivre. Mais les élections, comme les veulent les règlements généraux sportifs, sont plus sûrs dans l'industrie du football. À en croire une source du ministère provincial des Sports et Loisirs, une délégation de la Fédération congolaise de football association fera une fois de plus une descente sur place pour inspection finale et dotation enfin de la Ligue de football du Tanganyika. Une ligue de football propre au Tanganyika, ainsi que l'unité, pourraient être des pistes et des solutions pour qu'enfin le football, le sport roi en province du Tanganyika, puisse monter en puissance selon Alpha Nijan
faisant fonction du chef des divisions lors d'une émission sur les antennes de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika. Je crois qu'avec tous les problèmes qui se passent au niveau surtout dans la discipline de football, c'est parce que nous n'avons pas une ligue au Tanganyika. Si on avait une ligue, on ne devait pas avoir trop de charges au niveau de l'administration. Hein? Vraiment, alors, dernièrement, c'est interpeller les dirigeants sportifs d'être ensemble pour construire le football au niveau du Tanganyika. Parce que dès lors qu'ils sont divisés, donc la charge revient de plus en plus à l'administration. Rappelons que les démarches pour la demande d'une ligue propre à la province du Tanganyika avaient débuté depuis le 5 septembre 2020 en ayant comme référence la note technique qui était adressée au gouverneur et au ministre des Sports de l'époque, rédigée par Mérinos Kabala, dont une copie était parvenue à la RTGT et une autre à la Fédération congolaise de football association. La réalisation est l'œuvre de Annick Momatuité. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve bien sûr pour une nouvelle édition. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.